Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va faire un point avec Georges Harriman. Bonsoir. On va faire un point avec lui sur les décisions prises par le gouvernement à destination des publics fragiles. Oui, c'est ça, exactement. Bonsoir, Georges Harriman. Bonsoir. Alors, apparemment, c'est quelque chose que vous surveillez comme le lait sur le feu. Moi, dans mon rôle de militant, je ne peux pas rester indifférent à ces décisions-là. Il me paraît important. Et comme ça passe vite dans l'information, l'opinion publique, la population n'enregistre pas suffisamment. C'est pour ça qu'il me paraît nécessaire de temps à autre de le rappeler. D'où ma présence ici pour dire aux gens ce qui s'est passé durant un mois là, à la rencontre des gens comme nous. Bon, en plus, avec le début de l'année, le mois de janvier, généralement les choses évoluent, les choses changent. Donc, il y a des décisions que vous avez entendues et notées. Toutes les décisions qui ont été prises depuis un mois et demi par le gouvernement vont à l'encontre de la population la plus exposée. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de les noter. J'ai commencé par l'augmentation des salaires de députés. Il est passé de 500 €. Après, il y a eu les salaires des sénateurs. Alors, on va préciser que ces 500 € en deux fois. C'est pas le salaire. Non, c'est une prime. Une prime, c'était. Il y avait cette prime-là. Après, il y a eu une prime de 700 € pour les sénateurs. C'est 500 € de plus pour les sénateurs. Oui, voilà. Députés et sénateurs, c'est pas les mêmes. Non, parce que les sénateurs, eux, ont un salaire autour de 5 008, je crois, net par... Normalement, ils touchent à peu près 25 000 € globalement, tout ensemble. Oui. Et les sénateurs sont à 35 000 à peu près. Imaginez ces 500 € de augmentation répartis sur les gens qui sont en retraite. Ça fait une somme. Alors, il y a eu, en un mois, augmentation de 10% des DF. Non, je reviens, avant d'aller plus loin, je reviens là-dessus. Donc, alors, il faut bien faire attention. Quand on dit que les parlementaires, députés, sénateurs ont obtenu une prime de 500 €. Sans en avoir demandé. Voilà. C'est pas eux qui ont décidé, c'est le bureau a décidé ça pour eux. Donc, c'est facile de donner de l'argent, de recevoir de l'argent sans avoir ni. Et j'ai vu que beaucoup de députés disaient que non, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas d'accord, ils ne prennent pas. Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre dans une caisse pour aider les autres avec? D'accord. Alors voilà, ça c'est une décision de l'État. Après, il y a eu l'augmentation des consultations médecins. Alors, là, ça fait un moment que l'État et surtout les médecins attendent que la consultation passe de 21 € à peu près, 23 24 €. Voilà, à 30 €. Et cette décision-là, quel que soit le gouvernement qui se sont succédés ces dernières années, personne n'a osé franchir le pas. À cause des déserts médicaux en France, on essaye de motiver les jeunes à devenir médecins. Pas plus tard qu'avant-hier, M. Attal, Premier ministre, il me laissait entendre que dorénavant, il va avoir une contribution des frais de maladie pour ceux qui vont médecin, en fonction de leurs revenus. Ça n'existait pas auparavant. Donc là encore... ça existait avant. Après, il y a eu les mutuelles, d'une part. Après, il y a eu les bons roses, il y a eu des trucs qui fait que la personne, quand elle allait au médecin, elle n'avait rien à payer. Enfin, certains, en fonction de leurs revenus, payaient quelque chose. Et là, ils auront payé alors qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà. Donc, après, là, il y a eu aussi la décision du gouvernement. Il y a une autre chose aussi sur c'est en discussion, c'est de faire en sorte que les personnes qui prennent des rendez-vous chez le médecin qui ne viennent pas, ils payent. Et qui ne viennent pas, doivent malgré tout payer quelque chose. Qui est pénalisé. Si on prend le petit. Et il y a eu aussi un euro en plus sur les boîtes de médicaments. C'était voté. Georges Harriman, on va juste sur ce point-là. De faire payer aux gens qui n'honorent pas leur rendez-vous, de le faire payer quelque chose. Quand quelqu'un prend rendez-vous, il prend une place. Et la personne qui vient après doit faire avec cette situation-là. Donc, posons-nous la question, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis tout simplement, est-ce que c'est une bonne chose de faire en sorte que les personnes qui ne viennent pas au rendez-vous qu'elles ont pris soient pénalisées? Ça dépend des circonstances. Parce que, par exemple, ce matin, j'ai rendez-vous à 9 h. Je me mets sur la route, je n'arrive pas à rouler parce qu'il y a un embouteillage. Je rebouche là le chemin.
Là, je suis pénalisé par Pas votre souhait. ma volonté. Ouais. Il y a ça. Le matin, j'ai rendez-vous aujourd'hui, et parce que même jour, je suis malade, je ne peux pas y aller. Donc, j'appelle, mais non, vous n'êtes pas, on vous paye, vous devez payer. Il y a des circonstances. Il ne faut pas parler comme ça. Il faut d'abord dire selon les circonstances de la personne. On prend trop de décisions comme ça, à la volée. Dire, bon, maintenant, La c'est comme ça. décision n'est pas prise. C'est une discussion qui demande réflexion. On n'a pas. Les médecins veulent obliger les personnes qui prennent rendez-vous de venir et de ne pas, au dernier moment, de ne pas se désister. C'est vrai que si on se met à la place des médecins, qui se retrouvent avec un trou dans leur emploi du temps. C'est plus rare, parce que maintenant, pour avoir rendez-vous avec un médecin spécialiste, il faut prendre des années, des mois. Hein. Oui. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas de place. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, quand même. c'est vrai que parfois, quand on appelle un médecin pour un rendez-vous, c'est dans 3, 4, 5, 6 mois. Je suis Voilà. d'accord. Donc- Mais malgré tout, pour les personnes qui ont déjà réservé, qui ne viennent pas, c'est embêtant parce que ça veut dire que ça pénalise les personnes qui doivent reporter les rendez-vous. Il y a des gens dans le cabinet de médecin. On prend le suivant. Alors, quelle va être la position du public par rapport à ça? C'est une discussion qui est de nouveau ouverte. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas encore tranché. Ça va se faire, tu veux aller voir, ça va se faire. Le gouvernement, maintenant, il ne demande pas l'avis, il impose. Le gouvernement vient de prendre la décision de supprimer la SS. Qui c'est ça pénalisé? Si encore ces gens qui sont Alors, si on précise, c'est quoi la SS? allocation spécifique de solidarité. C'est-à-dire que ça, c'est l'allocation qui arrive après la CEDIC. Voilà, qui servait de pré-retraite. Les gens qui avaient 60 ans, 55 ans, qui étaient en retraite, pouvaient bénéficier de la SS jusqu'à sa retraite, ou bien une durée pour pouvoir basculer après. Là, on arrête ça, et ces gens-là avaient l'occasion d'obtenir des droits de retraite. Maintenant, on va le basculer au RSA, ils n'ont plus aucun droit. Parce que le RSA ne paye pas de cotisation de retraite. Tout ça, c'est encore les gens qui vont payer. On a un mois, ça. Hein. Il y a eu la décision du gouvernement. Alors, on revient sur la SS. Oui. Il y a une chose, on est en train de, sur la CEDIC, on est en train de réduire la durée. Voilà, l'ARE. Il passait c'était 24 mois, ça passait à 24 à 18 mois. Oui, alors. 18 mois. Et là, la TAL dit, ça va regresser encore. C'est vol, c'est arnaque. Ça serait bien qu'on puisse expliquer un petit peu le temps la durée de la CEDIC, la durée d'indemnisation des chômeurs, oui, des personnes en recherche d'emploi est en train d'être raccourcie. Et ça va se faire encore aussi. Donc, qui est pénalisé, c'est toujours celui qui travaille précaire, qui sont en précarité, qui est pénalisé. Donc, on dirait que le gouvernement a un acharnement, une apologie vindicative et populiste contre ces gens-là. Parce que c'est la faute si la France est en faillite, on tombe dans le déclin. Là, pour continuer, je vous dis qu'il y a aussi la non-prise en charge des contrats pour alors, la formation. avant, je dois revenir sur ce qu'a dit Georges Ariman tout à l'heure, le 1 euro sur les médicaments. Alors, la décision, il est clair que la France, l'État français est dans la recherche d'une trésorerie pour la gestion. Payer 1 euro sur chaque médicament, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, ça change les habitudes. Plus 0,50 centimes sur les boîtes de médicaments. Pas la même chose. Ah, d'accord. 1 euro, ça en plus encore. Donc, petit à petit, ils grignotent les revenus des gens qui sont en situation de pauvreté. Après, je dis, il y a aussi la non-prise en compte du gouvernement du compte pour formation des travailleurs. CPF. Le fameux CPF. Voilà. Normalement, cet argent est utilisé pour la formation. Oui. Et là, l'État voudrait réduire. Oui, et celui qui demande l'information, il paye en pratique. Ouais. Il paye, alors que c'était gratuit par avant. Il y a eu aussi la réduction du budget de logement social. Voilà. Alors, la création. Bon, ça, c'était une discussion politique. Par contre. Sauf, mais nous, on ressent ça en tant que citoyen lambda, on écoute et on entend. Alors, le problème, c'est qu'il y avait dans la LBU, entre-temps, entre autres pour les communes et pour le département ou la région, il y avait ce qu'on appelle des lignes budgétaires pour la construction de logements sociaux. Et le problème, surtout avec la fin de la défiscalisation à La Réunion, c'est que les gens ne veulent plus construire des logements sociaux sur leur territoire, mais construire au minimum un logement intermédiaire ou plutôt des villas. C'est-à-dire, là-dedans, il y a des familles qui payent les impôts et qui permet à la commune ou à l'État d'avoir des moyens
Ah oui. Et là, si on arrête de construire les logements sociaux, c'est aussi pour accompagner une politique de manière générale ou... Libéral. Hein? Politique libérale. Non, pas forcément libérale. C'est faire face à des situations sociales, faire stopper l'arrivée sur le territoire des immigrés, par exemple, des gens en situation précaire, diminuer ce quota-là. On est en train de faire un tri. On nous ment. On est en train de nous mentir, de BND la population. En même temps, on dit ça, et en même temps, je prends le cas de Mayotte, on est en train de supprimer le visa territorial. Ce qui veut dire les gens qui sont à Mayotte auront droit de venir avec un cadre de séjour à La Réunion ou en métropole partout. Ils vont débarquer un maximum. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, comment tu dis qu'il va réduire les précarités? Non, c'est pas possible. Non. Ils vont arriver en masse. Pas à Mayotte. Si, imaginez que la proposition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est suivie, il n'y a plus de droit de sol à Mayotte. Mais il y a un visa de séjour. En politique, il faut juste introduire l'élément dans le jeu. À partir du moment où on installe la fin du droit de sol à Mayotte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la Réunion manquée, c'est pas vrai. Voilà. Donc, et parce que moi, j'ai quoi entendre les rumeurs actuellement qui circulent, mais tout le monde est au courant, même les responsables politiques sont au courant. Il y aura d'ici 2026 40 000 immigrés qui vont débarquer à La Réunion. Ça se dit pas parce que c'est une combine. C'est pas. Ça m'engage. J'ai entendu ça, moi, dans les coulisses. Oui, j'ai cette information-là aussi. Mais c'est pas 40 000 immigrés, c'est 40 000 Français. Ah ben là, moi, je pense, moi, j'ai compris immigrés, moi, avec les 40 000. Donc, déjà, on a difficulté à survivre, on est un sur l'autre. Maintenant, si on met 40 000 en plus d'ici 2026, ben, c'est sûr que les élections, ils vont gagner tout seul. 40 000, c'est comme une ville de Saint-Suzanne. Alors, il a été voté aussi dans ces mois, depuis le nouvel gouvernement, il a été voté 15 milliards d'euros pour l'OPMI. L'OPMI, c'est loi d'orientation, programmation du ministère de l'Intérieur. Ces 15 milliards-là, on nous a dit, c'est pour équiper les policiers de casques, de drones, tout ça, quand il y a un manif. Donc, ils sont au courant que demain matin, il faut équiper ces robots-là pour taper sur les gens comme nous, alors que c'est nous qui payons. Ça aussi, c'est des milliards qui vont là. Il a été voté aussi 2 milliards pour l'Ukraine. Non, il faut pas. Il faut mettre l'argent qui sort. Concernant les forces de l'ordre, c'est un constat. Aujourd'hui, ils sont démunis en moyens, ils sont démunis j'allais dire, en moyens pour faire leur travail. Donc aujourd'hui, on veut leur donner des moyens pour pouvoir bien faire leur travail. Et parce que, soyons honnêtes aussi, Georges Hariman, quand ils vont dans les manifestations, il n'y a pas que des enfants de cœur dans les manifestations. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas interdit de manifestation. Je dis que le gouvernement, avant de voter des milliards pour arrêter la confrontation, pour arrêter le conflit entre le CS et les gens, peut-être voir répartir au mieux le budget pour aider les gens avant qu'ils manifestent. C'est une position. Vous pensez vraiment que ça va les empêcher de manifester? Les gens ils ne vont pas trop crier pour manger ou pour le logement, tout ça, ils ont leur confort un petit peu là, ils ne vont pas manifester. Il y aura moins, il y aura pas 5 000, 6 000, peut-être 1 000 ou 500. Mais je pense que le budget gouvernemental actuellement, le budget d'État, ça va faire n'importe quoi selon une décision. Ce n'est pas adapté aux solutions des gens, attentes des gens. On ne peut pas, dans un pays, passer son temps à toujours essayer d'aider des gens qui, parfois, n'ont pas envie de... Mais on n'aide pas, on l'enterre. La différence, on n'aide pas les gens, on les entête davantage avec cette augmentation-là, suppression de ceci, suppression de cela. On ne l'aide pas là. On est en train de les enterrer pour mieux les effacer, pour mieux les éliminer. Quand on parle des 15 milliards pour les CRS, pour la force de l'ordre plutôt, c'est pas quand les représentants des forces de l'ordre vont essayer de gérer les manifestations, on ne leur lance pas des fleurs. Et juste à quoi que toi, moi je vais arriver sur une discussion. 2 milliards 900 millions d'euros pour aider France Travail à aider les chômeurs. Et quelle est la plus grande guerre en France à gagner? C'est le chômage, non? Oui. Ben pourquoi 15 milliards à la justice au lieu de donner ça pour combattre le chômage? Alors, expliquez-moi la raison. C'est une bonne nouvelle, quoi? J'ai pas dit que c'est une bonne nouvelle. J'ai dit que l'État prend ses décisions.
Je ne dis pas que ce sont de bonnes décisions, mais je dis aussi que l'État a ses priorités. Après, chacun voit... Mets-toi à la place des gens comme nous, là, qui attendent toujours de commander, de tendre la main, d'aller de bureau en bureau pour pouvoir survivre. Et quand tu attendais tous ces milliards, tous ces millions qui dilapident, qui transmettent, là, on dit aussi on va donner 2000 obus à Ukraine pour la guerre. Un obus coûte 100 000 euros, 150 000 euros. Ça coûte cher. Et nous, quand on entend ça, on dit l'argent, il n'y a pas pour aider les Français, mais il y a beaucoup d'argent pour aider les gens d'ailleurs, les gars d'ailleurs. D'ailleurs, je peux te dire que actuellement, tu écoutes des informations depuis certain temps, depuis le temps. Tu as 4 informations importantes dans nos chaînes de télévision. Tu as IA, l'intelligence artificielle, tu as le réchauffement climatique, ERC, et tu as l'Ukraine, Gaza. Voilà ce qu'on entend comme information tous les soirs sur nos chaînes, la journée sur nos chaînes, on n'entend que ça. Il n'y a que ça comme information pour te passer aux gens, pour bourrer le crâne des gens. On peut faire discuter sur autre chose, c'est des débats intéressants. Non, que ça. Toute la nuit, tu vas chez LCI, tu vas chez nous, tu entends le même débat, là, les gens sont bloqués. Pire encore, on fait la théologie, je répète, téléologie. Le roi d'Angleterre, il a touché un peu, il a un peu de fièvre, les chaînes de télévision sont mobilisées pour une semaine pour lui. Alors qu'en France, il y a des choses à voir. Alors, Charles III, je crois qu'on lui a détecté un cancer. Oui, voilà. Donc, et ça, c'est 3 jours de suite. La presse est mobilisée pour ça. On paye des gens à faire des trucs inutiles. Et c'est de l'argent dilapidé inutilement, alors que les gens sont en train de souffrir. On a mis en place dans notre gouvernement en France que des losers, des jeunes losers qui ne connaissent pas la vie politique, qui ne connaissent pas. D'ailleurs, j'ai entendu son encore ce matin, l'ancien vice-premier ministre qui est eu la Réunion, Premier ministre, M. Édouard Philippe, il avait dit quand il était au pouvoir, avant de partir, il a dit « La France est en faillite ». C'est lui qui a dit, c'est pas nous qui a dit. Et là, il veut revenir président. Tu vas venir président d'un pays en faillite? Il faut que les choses soient dites. Et heureusement qu'il y a Télécole pour parler un peu de tout ça, mais c'est interdit de parler de ça. Tu risques d'aller en prison, toi, Jimmy, mais ça en public, c'est dangereux, hein, parce que tous ceux qui aujourd'hui osent critiquer l'État, il va y avoir une loi pour les condamner. Tu ne critiques pas les services de l'État, c'est eux qui décident, c'est eux qui tranchent. Même nos défenseurs, même nos députés ne servent plus à rien. Parce qu'ils sont un peu goûtés, ils sont ridiculisés. C'est grave. Et donc, le matin, il faut qu'on se réveille. Comment, on ne sait pas. Et les Réunionnais sont à force d'être écrasés, depuis l'esclavage, ils s'enfoncent. S'ils laissent enterrer. On le piétine, ils s'enterrent. Il proteste, il n'est pas content, mais il se laisse enterrer. Tapez-moi dessus, j'aime ça, j'adore ça. Il y a une chose, je comprends la posture de Georges Harriman qui défend les plus fragiles, les précaires. Mais dans la démarche de dénoncer ce que fait les décisions de l'État, c'est une chose. Mais en face, quelles sont les propositions? Encore une fois, comme je dis, si les précaires, les fragiles ne prennent pas en main leur destin, il n'y aura rien de fait. Tu peux rien faire. Parce qu'il y a tout un amas volontairement mis en place pour que les gens restent dans l'assistanat. Et c'est volontaire, c'est une politique organisée. Il ne faut pas qu'ils vont plus loin. On va l'arrêter là, parce que s'il y a un travail, il va être trop intelligent. S'il fait ça, il va avoir trop d'argent. Il faut qu'il dépende de la métropole. Il faut que la mère patrie soit là pour le nourrir. C'est des enfants de la République, il faut qu'on les nourrit. Et ils tendent la main. Et à chaque fois que tu vois un député qui rouvre la bouche, ou bien un article de l'UNICEF, ben la Réunion est pauvre. La Réunion a des chômeurs. La Réunion a des logements. La Réunion... Mais jamais on va grandir. Jamais on sera des grands enfants. On sera toujours les petits bâtards de la République, quoi. Donc moi, j'emploie les mots, j'assume et je suis prêt, je le dis encore une fois, à débattre avec n'importe quel intellectuel qui est en face de moi pour parler du réel de la société aujourd'hui. D'accord. On prend date. On va voir s'il y a quelqu'un qui a envie d'échanger avec Georges Harriman sur ces éléments-là. Mais encore une fois, comme je dis, l'État décide et en face, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a personne. Bien sûr, il y a Georges Harriman, il y a quelques-uns qui essayent de faire avancer les choses. Mais il n'y a pas un projet porté par... C'est difficile de porter un projet quand tu as en face de toi des murs qui te sur de toi et même tes propres compatriotes qui se mettent dans le jeu de ces gens-là, qui font l'assimilation, qui font le singe, et pour ne pas avoir, pour une petite place, bien pour être élu dans un petit coin, ou un petit chaise pour lui et sa famille. Ça, c'est dur, le créole. Le créole, maintenant, n'a plus aucune dignité. Il n'a plus aucune valeur à ses yeux.
On va s'arrêter là-dessus parce qu'on va déjà dépasser le temps qui nous est imparti. Merci Georges Harriman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.